Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'FC. C'est un plaisir d'être avec vous comme chaque lundi et pour 52 minutes de football, football africain et football international. Tout de suite, nous allons voir le sommaire de ce magazine. Nous parlerons des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération et quels sont les qualifiés avec le commentaire de nos invités. Réponse dans quelques instants. Deuxième grand titre, eh bien, nous allons prendre la température du football séchellois, comorien, mais aussi capverdien. Et nous verrons quel est le niveau de la discipline. Et bien entendu, un clin d'œil sur le Chan. Et aujourd'hui, nous parlerons aussi de la Guinée et du Mali. Troisième titre, nous partirons au Mali pour la Coupe nationale. Il sera aussi question de la Ligue des Champions en Europe avec le duel PSG-Dortmund et puis Mbappé-Highland. Et nous partirons aussi au Qatar pour voir l'évolution des stades. Nos invités, Kokou Djobo. Kokou, bonjour. Bonjour, José. Et bien entendu, Samim Oshtabi. Samim, bonjour. Alors, messieurs, je vais vous poser la question, comme d'habitude. Après le jingle concernant la une, j'aurai une question à vous poser, justement. Alors, Kokou Djobo, on rappelle que vous êtes journaliste sportif, vous êtes originaire du Togo, mais vous êtes aussi enseignant à l'université. Alors, quelle actualité sportive que vous a marqué sur le plan africain cette semaine ou la semaine dernière? Très simplement, les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine, voilà, avec les confrontations qui ont quand même gardé beaucoup de suspense, même si les décisions avaient été déjà pratiquement faites sur les matchs allés. Voilà. Samy, et vous? Pour célébrer la bonne santé du football marocain actuellement, je voudrais mettre en avant le doublé des joueurs de Dijon, Hamza Mendil et Nocif Aguerd, qui ont marqué pour faire gagner Dijon en Ligue 1 contre Toulouse. C'est assez rare pour le signaler. Deux buts en marocain. Ouais. C'est quand même une belle chose. Oui, j'ai vu quelqu'un qui vous ressemblait, qui ouvrait des bouteilles de champagne ce week-end. C'était vous, non? Je ne peux pas témoigner, je ne peux pas parler. D'accord. Nous allons tout de suite passer au vif du sujet après donc ces informations concernant nos invités. Nous allons voir le premier match de la Ligue des Champions concernant les quarts de finale. Espérance de Tunis contre Zamalek. C'était les Tunisiens contre les Égyptiens. Et en image, vous allez voir, à l'aller, les Égyptiens avaient remporté 3-1 et les Tunisiens pensaient contrarier les plans des Égyptiens à domicile et faire une remontada, comme on dit. Et finalement, Espérance remporte par le plus petit des scores, 1-0. Insuffisant donc pour se qualifier. Coucou, Zamalek contre Espérance, qu'est-ce qui vous a... Les Amalkaouis reviennent en force, parce que c'est quand même une grosse écurie sur le continent africain, qui a eu quelques déboires par rapport à l'instabilité sécuritaire et politique qu'il y a eu dans le pays, mais Zamalek se replace sur l'échiquier africain. Voilà, je pense que c'est à partir du moment où ils avaient pris une telle avance au match aller, c'était difficile de les sortir au match retour. Samy, Zamalek reste égal à lui-même, hein? Oui, comme disait Kokou. J'ai senti une équipe qui avait quand même l'expérience de cette Ligue des Champions, même si voilà, l'Espérance de Tunis, c'est quand même un monument de cette compétition. Attention, hein, je ne galvaude pas leurs exploits passés, mais on a senti une certaine maîtrise. C'est ça qui m'a le plus marqué, et je sens que c'est pas le plus prestigieux des quatre adversaires, des quatre participants en demi-finale, mais il faudra s'en méfier. Oui, alors TP Mazembe maintenant contre le Raja de Casablanca, 2-0 pour TP Mazembe. Donc TP Mazembe qui jouait gros à domicile et justement défaite à l'aller en terre marocaine, 2-0. Les Corbeaux ont réussi à marquer un petit but, mais là encore c'est insuffisant justement pour se qualifier. C'est une grosse déception quand même, un Coco, pour le TP Mazembe qui espérait aller plus loin encore. Mais alors, c'est une grosse déception, surtout parce qu'en fait, ils avaient les moyens de pouvoir passer. Ils ont eu une pléthore d'occasions, un penalty qu'ils n'ont pas réussi à transformer, et malheureusement, en fait, les nerfs n'ont pas réussi à tenir jusqu'à la qualification. Et le Raja repart avec le billet pour les demi-finales. Qu'est-ce qui fait la différence, ou qu'est-ce qui a fait la différence entre Raja et TP Mazembe, selon vous, Salim? Les deux équipes, on va dire que oui, c'est quand même deux gros clubs, deux gros mastodontes du continent africain. Je pense que l'unité des Marocains a fait la décision. Je pense qu'ils ont vu que le stade
Le stade, c'était quand même, il y a eu des petits problèmes, il y a eu des agressions, des crachats, des insultes, mais ça, c'est le lot de tout déplacement en Afrique ou ailleurs, hein, on va pas s'en plaindre. Mais je pense que voilà, ça les a réunis et ça a forcé leur solidarité. Je pense voilà, ils ont réussi à tenir. Le gardien qui arrête le penalty, je pense aussi que ça a redonné des forces. Il restait quand même 15-20 minutes encore. Oui, je crois qu'ils sont allés jusqu'à la 96e, donc oui, il restait une bonne vingtaine de minutes. Je pense que voilà, c'est un élan de solidarité, ils n'ont pas voulu lâcher, ils ont tous fait corps autour de leur coach et tant mieux pour le football casablancais. Et Mamelodi Sundowns, les Africains du Sud contre Al-Ahly, encore des Égyptiens, 1 but partout au match aller, 2-0 pour Al-Ahly. Al-Ahly qui surfe toujours sur la bonne vague en prenant, donc je vous l'ai dit, une bonne option au match aller et donc au retour, eh bien, 1 but partout et c'était suffisant pour les Égyptiens à se qualifier pour les demi-finales. Un petit mot sur Al-Ahly, toujours fidèle au poste. Vraiment, c'est une équipe imbattable pour Escar. Voilà, toujours fidèle au poste. Pourquoi ? Parce que ils ont une certaine confiance sur le continent. Ils ont des certitudes. Ça fait un moment qu'ils apparaissent toujours dans le dernier carré. Et là, c'est un club qui travaille très bien sur le continent africain. Et généralement, ils arrivent également à pourvoir la sélection nationale de joueurs. Et ça donne des résultats conséquents sur le continent africain. Oui, Samy, il manque un tout petit peu encore à Mamelodi Sundowns parce que Mamelodi répond toujours au rendez-vous chaque année, mais il manque un tout petit peu... Oui, mais c'est un club qui arrive au sommet, qui commence à prendre ses habitudes. Ils vont apprendre de ce genre de défaite. Après, en face... Voilà, je dis, Al-Ahly, c'est un monument, c'est la meilleure, enfin il faut le dire, c'est la meilleure équipe de club en Afrique, c'est 8 ou 9, Ligue des Champions ou 9, je ne sais plus. Oui, il y a pas mal. Hein, il suffit de visiter leur musée des trophées, c'est impressionnant. Donc voilà, mais moi ce que je remarque, voilà, c'est que voilà, il y a des équipes maintenant qui s'installent, qui reviennent. Quand tu reviens de manière récurrente, c'est là où tu apprends, c'est là où tu progresses. Et c'est bon pour le football africain, parce que regardez, on voit des stades avec des spectateurs, on voit des belles pelouses. Pareil pour le TP Mazembe, vous avez vu, ça faisait un stade un petit peu à l'anglaise. Mais c'est beau de voir ces images-là. Vous montrez ça au reste du monde, là, on gagne en crédit. Et Étoile du Sahel de la Tunisie contre encore des Marocains du Wydad de Casablanca. Les Marocains qui sont des joueurs habitués à ce type de compétition. Le Wydad, grand club de Casablanca, et Samy Motchabi ne va pas nous démentir. Il score donc au retour 1-0 pour l'Étoile du Sahel, mais à l'aller, eh bien, Wydad l'avait remporté sur le score de 2-0. Coucou, encore une fois, Wydad, qui est là et bien là. Wydad a très bien négocié le match aller. Je pense qu'ils ont, en termes de confiance, ils ont réussi à à mettre tous les atouts de leur côté pour pouvoir mettre en échec cette équipe de l'Étoile du Sahel. Mais le match retour, en revanche, a été très laborieux. Les Tunisiens avaient les occasions pour pouvoir passer. Ils avaient beaucoup d'occasions, mais la confiance, encore une fois, du Wydad a fait la différence. Oui, un stade plein, Samy. Hein. Oui, un stade plein, c'était... Mais je pense que les Wydadis sont venus aussi avec la bave entre les dents. Ils avaient encore en tête l'épisode de la mascarade de la dernière finale de la Ligue des Champions. Là, ils se redéplaçaient en Tunisie. Bon, c'était pas le même club, mais ils se redéplaçaient au stade de Rades. Je pense que eux, dans leur tête, c'était impossible qu'ils soient éliminés, et encore une fois, une seconde fois, sur les terres tunisiennes. Donc c'est vrai que c'était très laborieux, c'était très difficile, mais il fallait s'y attendre. On en a parlé en off. On sait que 2-0, c'est pas une marge conséquente en Afrique pour espérer se qualifier. Ils ont tenu, et je pense que ça va être un adversaire très très compliqué, parce que eux ils ont un sentiment d'injustice, et ça je pense que ça vaut toutes les préparations, toutes les tactiques du monde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. Et eux ils l'ont. Oui, et puis nous allons voir le tableau maintenant pour confirmer les résultats avec l'Espérance de Tunis. Zamalek, 1-0 pour l'Espérance. TP Mazembe, 1-0 face au Raja. Mamelodi Sundowns, Al-Ahly, 1 but partout et 1-0 pour l'Étoile du Sahel face à Wydad Casablanca. Demi-finale le 1er mai, Wydad Al-Ahly et Raja Casablanca contre Zamalek. Et le retour le 8 mai, Al-Ahly, Wydad et Zamalek contre le Raja. Alors, messieurs, quelques mots sur ces affiches. Maroc contre l'Égypte.
Ça va être calme dans les tribunes ou ça va être chaud? Non, ça va être bouillant. Ça va être bouillant. Ouais, c'est clairement. Ouais, non, ils sont habitués à s'affronter. Il y a eu par le passé la sélection avec les deux sélections s'étaient souvent affrontées. On se rappelle d'un magnifique retourné de Moustapha Hadji en Égypte. Donc voilà, il y a quand même une histoire. Il y a une certaine rivalité, je dirais même une inimitié entre certains clubs et entre les deux nations. Donc oui, ça va être beau. Le seul problème, c'est que voilà, le Maroc au niveau du tirage n'est pas vraiment verni puisqu'ils reçoivent à chaque fois à l'aller. On sait très bien que c'est quand même un avantage. Voilà, je pense que c'est ça que ça pourrait peut-être se jouer pour ça parce que repartir en Égypte, défendre un résultat, c'est une vraie fournaise. Hein. Coco, vous voulez rajouter un mot avant de passer à la Coupe de la Confédération? Les Égyptiens, à ce stade de la compétition, se loupent très rarement. Ouais. Voilà. Et si en plus ils ont l'avantage du match retour, ils seront prêts. Oui, ça va être dur. Nous allons passer à la Coupe de la Confédération. Vous voyez donc les demi-finales qui s'affichent sur vos écrans. Quart de finale, de la Coupe de la Confédération avec Pyramids d'Égypte contre Zanaco de la Zambie. 1-0 pour Zanaco. Pyramids qui a complètement renversé la situation lors du match, pas retour, mais lors du match aller. Pyramids avait pris une bonne option en gagnant sur le score de 3-0, si je me rappelle bien. Donc, messieurs, un petit mot sur ce match avec retour gagné par Zanaco. Il faut quand même voir qu'il y a un niveau en deçà, légèrement en deçà de la C en Afrique, avec également la coupe de la Confédération. Mais là encore, on a une équipe égyptienne. Oui, voilà. Exactement. On a encore des Égyptiens qui sont au rendez-vous. Et là, ça montre quand même la bonne santé du football égyptien. C'est une équipe qui devrait... Au fur des prochaines années, normalement, faire parler d'elle. Parce que voilà, c'est une équipe qui s'est structurée. Ils avaient pris le coach de Sabre en début de saison pour former tout ça. C'est une équipe, voilà, c'est un club nouveau qui a des moyens, qui a un nom qui sonne bien. En plus, je trouve, au niveau marketing, il faut le dire, c'est quelque chose de... Mais voilà, je pense que c'est un club qui devrait prendre sa place bientôt au niveau des meilleurs clubs égyptiens. Oui, nous allons enchaîner avec Oroya de la Guinée, Niamba. Oroya qui confirme tout simplement, c'est peut-être la bonne année pour l'équipe d'Oroya qui l'emporte 2-0. Je rappelle que face à Niamba du Nigeria, le score était de 1 but partout au match aller et vraiment Oroya s'est très très bien comporté quand même. Hein. Oui. C'est peut-être son année. Hein. C'est peut-être leur année. Ça fait plaisir parce qu'en fait c'est un club qui a quand même un nom sur le continent africain. Avec la Guinée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, effectivement, que la Guinée revienne sur le devant de la scène avec ce club-là. Oui, c'est vrai que je te rejoins parfaitement. C'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a un palmarès, c'est un club qui a des moyens aussi. Il faut pas se le cacher. Ça fait longtemps qu'on attendait le Oroya à ce niveau. Faut pas se leurrer. Enimba, c'est un club aussi qui a eu ses habitudes aussi en C1, donc c'est pas n'importe quoi comme qualification. Et je trouve voilà, il y a un parallèle entre le football de sélection, la Guinée qui a montré un beau visage lors de la dernière CAN et lors des dernières qualifs, et voilà le football des clubs qui sont un peu liés et qui remontent un petit peu ce football guinéen qui avait été très meurtri par l'épisode d'Ebola en 2015. Donc c'est une très bonne chose pour le football guinéen. Et Samy, vous avez de nouveau le sourire avec Hassania Agadir, Al-Nasr, 7-0 sur les deux matchs. 5-0 au match aller pour Hassania et au retour, Hassania l'emporte de nouveau sur le score de 2-0. Donc c'est super pour Hassania Agadir. Samy, c'est qui cette équipe d'Hassania? Mais pareil, c'est une équipe qui est en progression depuis plusieurs années. Je pense que la construction de leur nouveau stade aussi, je crois que c'est en 2015 ou 2016, les a beaucoup aidés. C'est un club qui s'est structuré au Maroc. C'est un club maintenant qui végète, on va dire, dans le top 6, top 7 marocain, qui n'a pas encore réussi à aller plus haut. Mais je pense que voilà, qu'ils prétendent à ça. Voilà, ils veulent aussi rejoindre le Raja et le Wydad. Je pense que c'est deux locomotives qui ont fait du bien au Botola marocain. Et c'est pas vraiment une surprise de les voir à ce niveau-là, vu les structures et vu l'organisation que le club bénéficie, dont le club bénéficie. Coco, un petit mot sur... Je pense que tous ces clubs-là, on en parlera, font la différence avec le niveau de structuration et le niveau d'organisation. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, il y a des staffs, il y a des directions qui prennent les bonnes décisions et qui arrivent en fait à avoir de la suite dans les idées. Et ça donne les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et dernier match que nous n'allons pas commenter car nous n'aurons pas le temps, RS Berkane, Al-Masri, 1-0 au RS Berkane. Donc 2 buts partout au match aller, RS Berkane
patron aussi à domicile. Nous n'allons pas voir les extraits de ce match parce que nous ne les avons pas. Le tableau avec les demi-finales le 3 mai et Pyramids Roya, RS Berkane Hassania Agadir, et le 10 mai Hassania Agadir, RS Berkane et Roya contre Pyramids. Donc pour l'instant, sachez également bien que la CAF réfléchit sur la ville hôte pour accueillir donc cette finale de la Ligue des Champions. Il y a le Cameroun qui est candidat avec le stade de Japoma. Il y a le Maroc, le complexe sportif Mohamed V et la Tunisie avec le stade olympique de Radès. Et puis pour ce qui concerne la Coupe de la Confédération, le pays hôte a été choisi. Et Samy, je suis sûr que vous savez où ? Au Maroc, exactement. Complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Alors, quelques informations, bref, quelques semaines après le limogeage d'Ibrahim Kamara, eh bien, la Côte d'Ivoire a fait appel à un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Patrice Baumel, très connu, qui a été l'adjoint. Très connu, qui était adjoint du sélectionneur Hervé Renard. C'est quand même une nouvelle. J'aime beaucoup M. Baumel, hein, il a beaucoup apporté au Maroc maintenant, il était adjoint. Quand on voit les réactions, je pouvais voir sur les réseaux sociaux des supporters ivoiriens, et moi je trouve que c'est légitime. Mais pourquoi qui est cet homme? Pourquoi il a été adjoint? Pourquoi on lui donne maintenant une sélection comme la Côte d'Ivoire? Les éléphants, ce n'est pas n'importe quoi. Moi je comprends pas vraiment le projet de la fédération ivoirienne. Et puis l'équipe du Sénégal, des moins de 20 ans, s'impose 1-0 contre la Tunisie dans la finale de la Coupe des Nations arabes de football de sa catégorie. Les Lionceaux qui s'adjugent pour la première fois ce trophée Samba Diallo est l'unique buteur. Voilà pour les brèves. Sachez, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous signaler? Eh bien, l'hégémonie du football maghrébin s'explique comment? Eh bien, vous allez le savoir en début de deuxième partie d'émission. À tout à l'heure, bien entendu. Mais peut-être, messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter? Je me réserve pour la deuxième partie débattre avec. D'accord. À tout de suite. Restez avec nous sur Africa 24 TV. Merci de rester fidèle à Africa 24 dans cette deuxième partie d'émission. Nous parlerons du football séchellois, du football comorien et du football capverdien. Nous verrons quel est le niveau de la discipline dans ces trois pays. Et bien entendu, un clin d'œil au Chan. Et aujourd'hui, nous dirons quelques mots sur la Guinée et le Mali. Troisième partie, nous parlerons aussi de la Coupe nationale du Mali. Et puis, ce sera aussi sujet du football européen. Nos invités, je vous rappelle qu'il y a Kokou Djobo, journaliste sportif. Il est du Togo, il est enseignant aussi à l'université. Et puis vous voyez Samy Mochtabi qui est fidèle au poste et qui est avec nous également, journaliste marocain. Le dossier du jour. Concernant le dossier, il s'agira du football de l'océan Indien dans quelques instants, mais quelques semaines après le limogeage, pas quelques semaines après, qu'est-ce que je raconte? Je parlais de la Côte d'Ivoire, mais il s'agit plutôt de l'hégémonie du football d'Afrique du Nord. Les derniers résultats nous montrent en effet bien que l'Afrique du Nord domine le football du continent. Vous l'avez vu à travers les résultats que nous venons de communiquer concernant la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Je vous propose justement de regarder ce sujet avec quelques explications plus concrètes. Le football a pris une certaine hégémonie en Afrique du Nord. Avec le nombre de titres remportés ces dernières années, beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'il est le football le mieux coté sur le continent. Les résultats et les classements du moment peuvent justifier cet ordre d'idées. Les clubs du Nord fonctionnent pratiquement, je dirais, sur des standards européens parce que d'abord, ils ont quand même une certaine puissance financière qui les permet de garder leurs meilleurs jeunes parce que c'est quand même la jeunesse l'avenir. Donc ça fait qu'ils ont déjà des bases à leur niveau pour constituer des équipes. Ensuite, ils arrivent à venir piocher en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, comme les Européens. Coupe d'Afrique des Nations, Super Coupe d'Afrique, Coupe de la Confédération, toutes ces compétitions ont été remportées par des pays maghrébins.
En Afrique subsaharienne, les performances n'ont toujours pas été linéaires, même s'il faut reconnaître le talent de certains joueurs sur le plan international. Prenez l'exemple qui peut faire l'exception, c'est le tout-puissant Mazembe de la RDC. Avec la puissance financière de Moïse Katumbi, ils arrivent à garder les meilleurs joueurs et même à recruter. Vous voyez que le TP Mazembe arrive à concurrencer ces clubs d'Afrique du Nord, là, en tout cas en termes de compétition, et à glaner même des résultats. Tant que les autres pays subsahariens ne pourront pas garder les jeunes pendant un certain temps, pendant au moins une saison ou 2 saisons dans les clubs, on continuera à être à la remorque des clubs d'Afrique du Nord. Les équipes maghrébines, pour le moment, n'arrivent pas à s'imposer sur le plan international. À titre d'exemple, les meilleures performances en Coupe du Monde ont été réalisées par le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, tous 3/4 de finalistes. Samy, est-ce que notre confrère a raison? Il faut rester 2 ans, mais je dirais même 3 à 4 ans dans les clubs pour vraiment les aider à progresser. Oui, justement. Oui, bien sûr, oui. C'est une possibilité. Hein. C'est une chose qui pourra faire progresser un club. Il y a aussi tout le travail fait en amont. C'est ça, voilà, c'est les structures, c'est la formation. Je pense que les pays du Nord ont décidé j'allais dire de sortir les doigts de, voilà, vous comprenez l'expression, mais ils ont décidé de se bouger et voilà, de faire avancer leur football. On le voit en Algérie avec le centre. Ils mettent les moyens aussi pour les jeunes, pour ne pas partir. Mais il suffit de voir le centre. Ce sont les moyens financiers. Bien sûr, bien sûr. Le TP Mazembe essaye de concurrencer grâce à l'argent. Les pays du Nord essayent grâce à la formation, grâce à leur structure. Le centre technique national en Algérie qui a été créé, il est extraordinaire. L'Académie Mohamed VI au Maroc, pareil. Voilà, il y a un travail derrière et c'est un travail de longue haleine qui dure depuis 10 ans, qui a ramené ce football maghrébin qui était quand même très en retrait après les années 2000. Hein, il faut bien se l'avouer, ces 3 pays-là n'étaient pas vraiment présents en Afrique, que ce soit en football de club ou de sélection. Il y a eu un vrai travail, une vraie réflexion sur l'état actuel du football maghrébin et ils ont réussi à faire remonter tout ça. Sauf la Libye qui traîne un peu les pieds. Alors la Libye traîne un peu les pieds simplement parce qu'il y a cette instabilité politique et sécuritaire sur ce pays. Après, au niveau de la puissance financière, la Libye n'a rien à envier aux autres pays du Maghreb. Mais je pense surtout qu'en fait, ce qu'il faut garder en visuel, c'est le mode de fonctionnement des clubs du Maghreb. Avec, comme disait le confrère, des standards qui sont proches des clubs européens. Alors, pas non plus les grands clubs européens, mais à partir du moment où vous avez la possibilité de mettre une certaine continuité dans votre mode de fonctionnement, en gardant les entraîneurs également, parce qu'il ne faut pas changer tous les 6 mois d'entraîneur. Si vous avez des joueurs que vous arrivez à intégrer à votre club, en leur inculquant une sorte d'ADN du club, mais surtout de la culture du club, je pense qu'à un moment donné, en fait, ces joueurs arrivent à maturation. Et au bout de 2-3 saisons, vous allez avoir des résultats pour les investissements que vous avez consentis 3 ans derrière. Ce qui n'est pas le cas des clubs de l'Afrique subsaharienne, sauf bien évidemment le TP Mazembe qui fonctionne différemment. Sans mécène, c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas rivaliser, c'est pas possible. Coucou, vous avez la parole, gardez-la. Qu'est-ce que vous savez du football séchellois, comorien et capverdien? Alors, on a toujours cette phrase-là où on dit qu'il n'y a plus de petites équipes. On parlait de structure, on parlait de mode de fonctionnement. Aujourd'hui, avec la mondialisation, tous ces pays-là essaient de mettre en place une structure basée sur la maîtrise collective, mais surtout sur des résultats. Et ça commence à porter les fruits. Les Comoriens sur les qualifications à la CAN, on voit bien qu'ils commencent à embêter tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis d'un constat qu'ils étaient un peu à la traîne par rapport aux autres, mais qui essaient de construire progressivement avec des joueurs qui sont également à l'étranger. Pas forcément dans les gros clubs qui apparaissent en C1, mais dans des clubs où la structure fait qu'ils arrivent à travailler sur le plan professionnel. Oui, alors Samy, vous avez aussi des choses à dire à ce propos. Regardez le classement, Samy, de ces équipes sur le plan international. Le classement FIFA, Cap-Vert est à la 78e place, nous allons le voir tout à l'heure. L'équipe du Sénégal est toujours leader, premier, devant l'équipe de la Tunisie. Ensuite, 133e, les Comores, vous allez voir. Et puis 202e, les Seychelles, sur 210 nations affiliées. Que voulez-vous dire à propos de ces nations? C'est vrai ce que tu as dit, qu'on a tendance à dire qu'il n'y a plus de petites équipes, même si dans la réalité des choses, c'est le cas.
Oui. C'est le cas. Elles ont compris, tu l'as très bien dit aussi, avec que l'apport des binationaux, pas forcément des plus grands clubs, hein, tu prends là où tu as, que ce soit en CFA, enfin en N2 maintenant, N1 ou même en Ligue 2, et ils l'ont très bien fait, les Comores le font très bien. Le Cap-Vert a eu ce petit sursaut, ils s'étaient qualifiés à la CAN 2013, il me semble, ou 2012. D'ailleurs, ils avaient bien embêté le Maroc en poule, à l'époque avec leur ailier qui jouait à Lille, Ryan Mendes. Voilà, mais ça manque encore malheureusement de talent, puisque leur football de club, il est au point mort. On ne les voit pas dans les compétitions continentales. Les structures, on ne peut pas les remplacer du jour au lendemain. Il suffit de voir le stade des Comores lorsqu'ils accueillent des sélections nationales. On sent quand même que le gap est encore grand. Donc à moins de dénicher la perle rare en Europe, ça me semble quand même compliqué de les voir perdurer à un très haut niveau sur le continent africain. Ils pourront bien sûr de temps en temps, c'est le football, tout est possible, on sait très bien que tout peut arriver. Ils peuvent, ça peut être un caillou dans une chaussure d'un grand d'Afrique, mais de là à perdurer et à s'imposer comme une bonne et grande nation africaine, je pense qu'il y a encore, il y a encore du chemin. Messieurs, autre sujet, c'est la Guinée et le Mali. Pour le CHAN, ce sont les footballeurs amateurs, comme on dit, entre guillemets, parce que je ne sais pas si tous les pays envoient que des amateurs. En fait, c'est championnat locaux. Il n'y a pas beaucoup de championnats pro en Afrique, mais il y a des pros qui participent au CHAN, bien sûr. La Guinée et le Mali, comment les situez-vous à peu près dans ce CHAN? Comment les voyez-vous? Pour moi, sur un plan purement sportif, là, on a là deux pays qui se rejoignent à peu près, qui sont au même niveau. Au niveau des clubs, le Mali arrive encore à avoir un championnat plus ou moins correct. La Guinée est également dans cette structure, dans ce registre-là. Ils vont avoir cette. Mais il y a des équipes qui vont peser plus par rapport à d'autres. Comme au Roya, par exemple, au de la Guinée, bien évidemment. Au Mali, Stade africain. Si on fait une sélection des meilleurs joueurs qui évoluent dans le pays, forcément, le club qui représente le pays sur la scène africaine à travers la Ligue des Champions ou la Coupe des Confédérations va forcément renvoyer le maximum de contingents sur la sélection qui est appelée à la CHAN. Et après, on parle de deux pays qui sont d'énormes pourvoyeurs de talents. C'est le Mali et la Guinée, le nombre de binationaux en France, en Europe, ils ont, mais c'est hallucinant. Et puis le Sénégal. Le Sénégal aussi, bien sûr, mais là, on a trois pays qui sont mais ils ont des talents. On a l'impression que ça pousse. Voilà, on peut pas les compter. Alors là, c'est également une des raisons pour lesquelles le football maghrébin a aussi cette avance-là sur le football subsaharien. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous allez avoir, pour ne parler par exemple que du Sénégal, les plus jeunes vont partir vers l'Europe. Certes, ceux qui n'ont pas réussi à passer le cap de l'Europe vont se retrouver au Maghreb. Donc forcément, vont renforcer les clubs du Maghreb, mais au détriment de leurs clubs, des clubs locaux. Et ce qui va donner une différence en termes de résultats. Oui, ça va déséquilibrer. Absolument. C'est une stratégie, on l'avait vu à l'époque avec Maïga, par exemple, qui a fait le bonheur du Raja. C'est l'exemple type de ce joueur qui fait un arrêt au Maghreb pour ensuite utiliser ça comme un tremplin. Mais les clubs maghrébins en bénéficient à 100%. C'est une aubaine. Messieurs, nous allons voir le tableau maintenant et vous allez apporter vos commentaires. Le samedi 4 avril, il y aura un certain Cameroun contre Zimbabwe. Ça sera à Yaoundé, en groupe A. Et Mali contre le Burkina Faso. Tiens, justement, Mali-Burkina Faso, c'est un match à voir. Oui. Bien sûr, après honnêtement, ce qui est surprenant avec le CHAN, c'est que les forces en présence, il ne faut pas se baser sur ce qu'on connaît des sélections A. Généralement, on se trompe. Si on pense que si on regarde comme ça, on dit bon, normalement, Mali-Cameroun, normalement, ça doit passer assez facilement. Justement, non. C'est ça qui est intéressant dans le CHAN, puisque comme les talents sont un peu plus dilués, puisque les joueurs pros en Europe ne sont pas utilisés, ça remet du piment. Donc, je pense sincèrement que le Zimbabwe peut, avec ces éléments locaux, essayer de perturber un Cameroun qui, en l'état actuel, si on regarde ces clubs, ils sont quand même assez absents des compétitions depuis un très long moment. Donc voilà, moi je pense que toutes les cartes sont rejouées dans un CHAN et c'est ça qui est intéressant. Et Coco, moi je disais que le Cameroun allait faire d'une bouchée du Zimbabwe. Alors, le Cameroun va forcément avoir ce supplément d'âme-là qui correspond au pays organisateur. Deuxième homme, bien sûr. Je pense également que la fierté des Camerounais peut faire la différence. Après, il faut également réussir à lire entre les lignes dans ces sélections-là
est-ce qu'on arrive à retrouver des clubs qui apparaissent dans les dernières confrontations sur la scène africaine? Et ça nous donnera une lecture du résultat final. Oui, du prétendant au titre. Effectivement. Le dimanche 5 avril, Libye contre Niger, ce sera à Douala, en groupe B, et RDC contre Congo. Alors là, je pense qu'aucun Congolais ne sera dans la rue ce jour-là. Que ce soit pour Brazzaville ou Kinshasa. Quand on parle de derby, là, on a un derby. Le derby du fleuve Congo. Et je pense également que ce sont les confrontations qui ont ce piment-là qui va attirer beaucoup de spectateurs. Avec quand même un avantage pour la RDC. Pour la RDC. Avec une ossature concrètement, oui. Quand même assez prononcée. TP Mazembe, il y a Vita Club. Oui, il y a Vita Club. Attention, il y a le Motema Pembe qui a eu un bon parcours en C3, en Coupe des Confédérations. Et je pense que la RDC va quand même avoir une belle carte à jouer dans ce groupe. Mais tout comme la Libye aussi, attention, c'est un comment dire. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a certaines équipes du CHAN qui sont aussi l'équivalent des sélections A, comme l'Ouganda, comme la Libye, puisque beaucoup de leurs joueurs jouent déjà dans le championnat local. Donc que ce soit en CAN ou en CHAN, ils alignent la même équipe. Et ça, au niveau du collectif. Oui. Et la Libye qui l'avait remporté, je crois. Exactement. Et qui avait empoché quand même $750 000 à l'époque pour l'équipe. Lundi 6 avril, je me souviens du chiffre parce que ça m'avait marqué. Je l'aurais bien voulu. Oui, mais ça m'avait marqué parce que je disais que la CAF a beaucoup d'argent quand même. Le lundi 6 avril, Maroc-Togo. Tiens. Et Rwanda, Ouganda. Alors là, ce sera Douala, stade de la réunification. Samy, le Togo va pas venir la fleur au fusil. Hein. Ça peut être compliqué. Maintenant, il faut bien comprendre que le Maroc sera privé aussi de certains de leurs éléments, puisque d'autres équipes sont encore en jeu dans les compétitions continentales. Donc, ils n'ont pas non plus... Bon, après, il y a quand même pas mal de ressources, parce qu'il y a d'autres clubs au Maroc qui peuvent fournir l'équipe nationale, mais... Oui, je pense que le Maroc quand même a de grandes chances, s'il joue avec sérieux, de sortir de cette poule qui me semble quand même assez abordable. Mais attention à l'Ouganda. Attention. Oui. Alors le face-à-face a commencé déjà. Non mais le Togo ne sera pas le reblochon du Maroc. Hein. Mais je pense que l'Ouganda sera quand même redoutable. Redoutable pourquoi? Parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont quasiment à 80% la même ossature que la sélection A qui était à la dernière. Et que l'on a vu à la CAN qui n'a pas démérité. Et puis le 7 avril, donc pour ces premiers matchs, Zambie-Tanzanie, ce sera Limbé en groupe D et Guinée contre Namibie. Mais c'est un tout dernier mot rapide à ce sujet, sur ces... Pareil, Zambie c'est comme l'Ouganda, hein, ce sont des sélections qui se connaissent. C'est une sélection qui est habituée à jouer aussi bien en A lors des qualifs de CAN ou durant la CAN. Donc c'est une équipe qui a une expérience et qui aura un certain avantage. Et pour la Guinée, pareil, avec tout le talent, si le sélectionneur réussit à regrouper toute la quintessence de ce groupe, normalement ça devrait passer pour les poules. Mais là on peut retrouver aussi, on peut remarquer que la Zambie est représentée en C3 en Coupe des Confédérations par Zanaco et la Guinée par Oroya. Ouais, super, bien vu. C'est un avantage en plus. C'est un avantage, clairement. Merci, messieurs, pour ces belles analyses. Et en image, maintenant, les filles du Cameroun qui ont pris une option face à la Zambie pour les qualifications, donc pour Tokyo, justement. 3-2 avec des buts pour la Zambie avec Grace Chanda. Et puis du côté du Cameroun, Choufajara a marqué. Les filles d'Alain Djemfeu avec Onguéné qui a également marqué 2 fois. Donc c'est bien parti. Et dans quelques jours, ce sera le match retour entre les deux équipes. Ça va être un peu compliqué. Sachez que l'équipe qui aura gagné sera qualifiée directement et l'équipe qui aura perdu devra passer par les barrages. Alors chez les femmes, déjà 12 équipes qualifiées, le Japon bien sûr, qui est le pays organisateur de ces JO, la Serbie, la Chine, les États-Unis, le Brésil, la Russie, et l'Italie, le Kenya, l'Argentine, la Turquie et la République dominicaine. Vous savez par contre, on ne voit jamais vos filles dans ce type de compétition. Non, ça c'est vrai, c'est une très belle remarque, on en a déjà parlé parce qu'on a déjà fait pas mal de fois des émissions sur le football féminin. C'est vrai que la section féminine est très très en retard au Maghreb. Vous pouvez vous en douter pour d'autres raisons que sportives malheureusement, mais oui, c'est vrai que il y a un retard qui pour moi me semble aujourd'hui impossible à combler quand on voit ce que peut produire le Ghana, le Cameroun ou le Nigeria. Je pense que ça va être très compliqué qu'un jour, les équipes féminines maghrébines réussissent à atteindre ce niveau-là. Si je vous demandais de parier entre le Cameroun et la Zambie pour la qualification JO,
Beaucoup. Au foot féminin, Ouais. on est clairement avec un avantage sur le Cameroun. C'est l'expérience. Mais attention, Le Cameroun a les l'expérience Zambiennes des- jouent. Hein. Oui. J'ai vu les Ah oui, images, absolument. ça joue. Mais le Cameroun a l'expérience des grands rendez-vous. Ils étaient en 2016 déjà. Voilà, et surtout avec des éléments qui vont clairement faire la différence. Au niveau individuel, le Cameroun a beaucoup d'arguments. Et ce serait bien que pour une fois, parce qu'on en avait beaucoup parlé aussi lors des JO 2016, ce serait bien qu'une équipe africaine, voilà, c'est pas une finalité en soi de se qualifier pour les JO. Ce serait bien d'essayer d'être acteur une fois sur place. De figurer, voilà, d'aller chercher le titre, la médaille. Ou au moins une olympique. médaille, ouais. C'est ça. Ouais. On parle beaucoup du coronavirus. Eh bien, nous, on va en parler aussi juste après la pause. À tout de suite. À l'annonce. Coronavirus, il en est question en Europe en particulier, en Italie et puis la France qui est touchée. Et dans cette troisième partie d'émission, nous parlerons du Mali avec la Coupe nationale. Nous parlerons aussi de la Ligue des champions aussi. Et puis nous partirons, au Qatar qui avance sous les infrastructures. Avec nous toujours dans cette émission, Koukou Djobo, journaliste togolais, et Sami Mochtabi qui est journaliste marocain. Tout de suite, le football international. Et nous commençons avec la 58e édition de la Coupe du Mali qui connaît désormais les 32 équipes qui s'affronteront pour les 16e de finale. La phase de Ligue a connu son épilogue le mercredi 26 février 2020 pour succéder au Stade malien justement, de Bamako, les équipes des ligues régionales de première ou seconde division à l'image d'Afrique Football Elite affûtent leurs armes pour une place en Coupe africaine. Notre correspondant permanent sur place nous raconte tout. Regardez. Après l'édition manquée de 2019 en raison de la crise qu'a connue le football malien, la Coupe du Mali est de retour pour le plaisir des amoureux du ballon rond. La phase des ligues s'est jouée du 20 au 26 février sur toute l'étendue du territoire. Après une semaine de confrontation, ce sont 9 équipes de Bamako, 4 de Kaï, 4 de Koulikoro, 4 de Sikasso, 3 de Ségou, 3 de Mopti, 2 de Tombouctou, 2 de Gao et 1 de Kidal qui disputeront les 16e de finale. C'est une équipe de première division. Ils jouent chaque week-end contre des adversaires qui sont beaucoup plus costauds que nous. Donc ça n'a pas été un match facile. Il y a eu beaucoup de tapage autour de ce match-là. Il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup d'engouement. Donc je pense que les gamins aussi, c'est la première fois qu'il y a autant d'engouement autour d'un match. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu beaucoup de pression, ce qui a fait qu'ils ont manqué pas mal d'occasions. Cette phase a connu des surprises avec l'élimination des clubs de première division. C'est le cas de l'Académie de football, Yellen Club, qui est pourtant bien classé au championnat. Parce que notre résultat atteint pour le championnat. Donc on est maintenu en championnat, donc notre résultat principal c'est la formation aussi. Donc on va essayer de former les jeunes. Vraiment, ça a été un très bon match, vraiment. Physiquement, nous on tient, tactiquement, nous on tient, techniquement aussi, vraiment bon. Comme on a eu beaucoup d'occasions, on a raté, bon, c'est du football, quoi. Ça fait partie du football. Donc on va essayer de travailler pour le championnat. En rappel, en 57 éditions, le Stade malien et le Djoliba se partagent les titres avec respectivement 20 et 19 titres chacun, suivi de l'AS Real de Bamako qui totalise 10 titres. Voilà, Coco, j'imagine que vous êtes très heureux de voir que le Mali, malgré les problèmes, joue quand même au football. Essaie de garder la fièvre du foot, c'est très bien parce qu'en fait, il faut à un moment donné occuper les jeunes. Voilà, et je pense que c'est un très bon créneau pour pouvoir le faire. Après, voilà, si on peut mettre un peu plus de sérieux, un peu plus de rigueur dans l'organisation, ça sera meilleur au niveau des résultats. Et c'était Mokhtar Bari qui nous faisait le résumé. Et puis Mohamed Traoré, vous ne voulez pas le saluer? Il me semble que je l'ai vu, notre ami Mohamed. Oh bah si, Mohamed. Il était quand même présent à mon mariage, Mohamed. C'est devenu un ami, attention. Oui, c'est important. Et puis le foot malien... mais oui, mais c'est ce que je disais. Enfin, c'est quand même, tu as entièrement raison, c'est quand même beau. On a vu quand même, bon, les stades n'étaient pas tous au top, mais il y avait de l'engouement. Tu l'as très bien dit, il y a une qualif au bout en Coupe continentale, en Coupe de la CAF. Et voilà, on parle souvent de la magie de la Coupe de France, de la Coupe nationale, mais la magie, elle opère aussi au Mali. C'est ça qui est beau, avec les petits qui peuvent battre les grands. Mais c'est magnifique. Il faut continuer justement ce genre d'initiative. Oui, mais vous n'avez pas fini de parler, parce que là, on va aborder
le football européen maintenant. Avec tout d'abord en image, nous allons voir le rendez-vous de ce mardi 10 mars, Valence-Atalanta. À l'aller, Atalanta l'avait remporté 4-1 et Leipzig contre Tottenham. Leipzig l'avait remporté 1-0. Ce sont les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors, ces deux matchs-là, Atalanta devrait se qualifier. Et entre Leipzig et Tottenham, moi, je ne prendrai pas de pari. Les Bergamotes, c'est l'hymne à la joie du moment dans le foot européen. Et leur avance du match aller, je pense, leur permet d'avoir un matelas sécurisant pour les quarts de finale. Après, Leipzig, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier que Tottenham a fait la finale de la dernière édition et qu'il ne faut pas les enterrer non plus totalement, même si bien évidemment les Allemands chez eux, avec un avantage aussi conséquent, seront difficiles et redoutables. Monsieur Samy, qu'en pensez-vous? Oui, Atalanta, c'est la belle surprise. Pour ceux qui ne suivent pas vraiment la Serie A, ça fait quand même 2-3 ans que ça envoie du jeu, pas forcément avec des joueurs très connus, mais voilà, ça recrute intelligent, voilà, et ça joue magnifiquement. Donc oui, plutôt Atalanta. Et pour ce qui est, moi je verrais plus Leipzig. Pareil, attention, hein, c'est le Rasenbull, c'est une équipe qui commence à se montrer en Allemagne. Il faut suivre aussi la Bundesliga, ça joue bien. Tottenham, depuis l'arrivée de Mourinho, ça tout saute. Surtout quand tu perds Son et Harry Kane offensivement, c'est compliqué de s'en remettre. C'est pas Lucas qui va réussir à te débloquer toutes les situations. Et Leipzig qui reçoivent au retour avec une équipe jeune et avec Cocorico, plusieurs Français d'origine africaine comme Kunku, comme Upamecano ou Konaté ou même Mukiele qui sont tous des joueurs d'origine africaine. Donc c'est une bonne chose pour le football africain et pour le football européen de voir des nouveaux visages. D'autres matchs avec Liverpool-Atlético. Atlético l'avait remporté 1-0 à l'aller et puis PSG-Borussia 2-1 pour Borussia, donc à l'aller. Du côté de Liverpool, je voudrais juste qu'on rappelle quand même que nos deux Africains, Mohamed Salah et Sadio Mané ont marqué ce week-end. Alors, messieurs, pour Liverpool, Atlético. Alors, c'est très indécis. Moi, je pense que c'est très indécis. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit qu'un 0, c'est le score le plus facile à remonter. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'en face, c'est l'Atlético Madrid. Cholo Simeone, à mon avis, va préparer ce match-là de la meilleure des manières. Il récupère... Et un entraîneur que j'admire particulièrement. Voilà, il récupère sa pépite portugaise pour ce match-là, João Félix. Et je pense que, très honnêtement, Liverpool a intérêt à se méfier. Parce que pour moi, c'est pas gagné. Et ça va être très difficile de bouger l'Atlético. PSG-Borussia... Vous m'auriez dit ça il y a peu de temps avec l'apport du 12e homme, un match retour, parce que 2-1 à l'extérieur, c'est pas un résultat défavorable. Bien au contraire, en Coupe d'Europe, on l'a souvent vu. Maintenant, avec la nouvelle qui vient de tomber, comme quoi le match sera à huis clos, je pense que les cartes sont... On y revient tout à l'heure aussi. Donc, je pense que les cartes seront légèrement redistribuées. Sur le papier, Paris pour moi est au-dessus. Je pense que Paris a toutes les chances, en tout cas toutes chances de passer, mais voilà, sans le public, il y a quand même moins de sex appeal, il y a quand même moins de charme, hein, il y a moins il y a pas un public qui vous pousse à faire l'inimaginable. Je pense que la chance de Paris, c'est que la marge est petite. Il n'y a eu que 2-1. Ça aurait été plus problématique, l'absence d'un public, s'il y avait eu un très gros score à rattraper, comme le Barça avait pu le faire en 2017, par exemple. Mais c'est vous qui connaissez le football. Nous allons voir des images avec le duel Haaland, Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani, Gueye. Moi, Haaland, il me fait peur, son regard. Franchement, Mbappé, on le voit en image. Mbappé, c'est un bon footballeur. Mais tout à l'heure, nous allons voir, il y a Neymar, que nous voyons, sur qui Paris Saint-Germain va énormément compter pour ses huitièmes de finale. Retour, il y a Di Maria également. Vous pensez que ces trois garçons, au moins deux seront titulaires, Mbappé, pardon, et Neymar, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte de ne pas être triomphaliste. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le match à huis clos redistribue totalement les cartes. L'ambiance n'est pas du tout la même que quand vous avez le public qui vous pousse derrière. Il ne faut pas oublier que Paris n'a pas joué ce week-end. Donc en termes de rythme, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que leur dernier match remonte au Groupama Stadium mercredi dernier. Neymar avait ressenti une douleur sur ce match-là. Di Maria n'avait pas joué. Voilà, Di Maria n'avait pas joué. C'est prévu qu'il rentre contre Strasbourg. Voilà. Et là ils vont se retrouver en compétition contre Dortmund, sur qui le championnat marche très très bien et qui a fait le plein de confiance sur leur dernier match contre Gladbach. Et je pense que ça va pas être facile. Très honnêtement. Nous avons vu le Marocain, mais nous avons vu juste avant lui le Hollandais, Norvégien. Le Norvégien, pardon. Oui.
Ils me font peur, ces deux garçons. Oui, mais c'est une équipe jeune, c'est une équipe aussi qui est très bon dans... Moi j'ai l'impression que les défenseurs parisiens ne peuvent plus courir. Marquinhos, Thiago Silva, ils ne pourront pas rattraper. Après c'est une impression qu'on a parce que c'est le style de jeu de Dortmund aussi, qui est une équipe qui joue sur la phase de transition, qui joue sur la contre-attaque. Donc forcément, ça met de la vitesse offensivement. Donc forcément, on a l'impression que les défenseurs parisiens ou les défenseurs adverses sont un petit peu dépassés, voilà, sont pas dans le coup. Mais non, je pense que Tourelle a compris que son 3-4-3 de l'aller était une erreur. Ça n'a pas marché. Non, clairement pas. Clairement pas, c'était pas le projet, je pense. Et j'espère que le fin tacticien qu'il est et qui nous a prouvé être, notamment en dirigeant Dortmund, va se réveiller et trouver une parade tactique pour justement bloquer ses ailes avec Guerreiro et Hakimi et ce grand gaillard devant qui court comme Usain Bolt. Monsieur, vous seriez de Tourelle, aujourd'hui vous seriez sur le plateau d'Africa 24. Qui auriez-vous mis dans l'axe ? Dans l'axe de la défense. Mais moi, je garderai Kimpembe, alors sauf s'il est blessé, et je mettrai Thiago Silva malgré tout. En fait, je trouve qu'on lui tombe dessus. Pourtant, ça reste un joueur qui, sur ces compétitions-là, est capable de se surpasser. Je ne veux pas qu'on le jette tout de suite aux oubliettes. Pourquoi ? Parce que je pense que dans le vestiaire, c'est vraiment important. C'est un message qu'on envoie aux autres joueurs. Si on enlève et qu'on met quelqu'un d'autre qui n'est pas à la hauteur. Parce qu'après, très honnêtement, je veux dire aujourd'hui, il ne pourra pas jouer parce qu'il est blessé. Mais qui va remplacer ? Est-ce que Diallo est prêt à remplacer ? Est-ce que Kerrer est prêt à remplacer ? Non, pas du tout. Après ouais, pour ce qui est de Diallo, il aurait pu, mais il n'était même pas dans le groupe contre Strasbourg. Donc bon, apparemment, Kouassi est passé dans les hiérarchies, est passé devant Diallo. Bon, après, ça, c'est un... Mais il est fort. Les deux sont forts, mais Diallo, quand même, je pense que... Kouassi, ça reste de bons joueurs. Ouais, alors, Samy, on va faire très vite, parce qu'il nous reste peu de temps. Qui auriez-vous mis dans l'axe ? Moi, je partirais avec Kimpembe Marquinhos, puisque je pense que Thiago Silva, à l'aller, manquait déjà de rythme. Et justement, Tourelle avait adapté son système pour le soulager avec deux autres défenseurs centraux. Et ça n'a pas marché. Je pense que Marquinhos, Kimpembe sont dans une bonne forme, dans un bon rythme de football. Et je pense que ce serait... Je suis d'accord avec toi, je n'efface pas tout ce qu'a fait Thiago Silva. C'est un énorme joueur. Mais je pense que ce serait prendre un second risque de le remettre titulaire. Nous partons au Qatar tout à l'heure. Nous allons voir le tableau des matchs avec donc le 10 Valence-Atalanta et Leipzig contre Tottenham. Merci à Loris pour ce beau tableau. Et puis le 11, Liverpool-Atlético et PSG contre Borussia. Et puis je voudrais juste vous dire avec les images qui vont suivre que le PSG va jouer sa qualification, comme vous le disiez Samy, pour les quarts de finale. Donc l'une des plus prestigieuses compétitions, à huis clos. C'est la décision qui a été prise ce lundi à l'Elysée, qui cherche à trouver toutes les solutions possibles. Donc huis clos pour PSG contre Dortmund. Et puis je crois aussi que le match France-Irlande a été reporté. Donc le dernier huis clos, je crois, qui avait été joué, c'était le 28 mars 2010 au Parc des Princes. Le Qatar n'était pas encore propriétaire du club de la capitale. Il s'agissait du match de championnat contre Boulogne-sur-Mer, parce qu'il y avait des incidents survenus auprès de l'Olympique de Marseille. Vous avez une bonne mémoire quand même, hein? Mais il y avait Marseille dans le coup. On vieillit, mais on essaye. Mais oui. Et puis en Italie, c'est plus grave. Ouais. Vous savez que il y a des décrets qui ont été pris par le gouvernement. En Lombardie, il y a des problèmes. Et puis à Milan aussi. Milan, c'est ville morte. Messieurs, un petit clin d'œil aussi à PSG encore, qui a écrasé Lyon 5-0. On ne pouvait pas s'empêcher de voir les images. 5-0. 5-1, pardon. Pour la finale de la Coupe de France, ce sera contre Saint-Etienne, contre les Verts de l'ancien grand joueur, M. Salif Keita, qui doit nous regarder du côté du Mali. Et puis maintenant, je vous propose de partir au Qatar, qui se prépare pour cette Coupe du Monde 2022. Les stades sont en construction, certains sont terminés, d'autres en cours de livraison. Pour en savoir plus, je vous propose de regarder ce sujet de Kamesh Katapoulé. 22e édition de la Coupe du Monde 2022 organisée par la FIFA avec les meilleures équipes ou encore celles qui ont réussi à se qualifier pour la phase finale. Une épreuve dont la date a été modifiée en raison de la forte chaleur qui frappe le Qatar au mois de mai, juin et juillet. Et les membres de la FIFA, en accord avec les dirigeants du Qatar, ont préféré reporter la date du 21 novembre au 18 décembre 2022.
Pour Colin Smith, directeur de la division compétition à la FIFA, les événements tests qui ont été réalisés offrent une excellente occasion d'évaluer les nouveaux stades. Tous les stades seront terminés bien à temps avant l'événement, ce qui nous donne une occasion unique de tester les stades sur le plan opérationnel et de les utiliser à l'avance, contrairement au passé. Du point de vue des infrastructures, le Qatar travaille au cours de l'année pour la Coupe du Monde. Ils ont avancé sur des projets d'infrastructures clés, des métros, les réseaux routiers avec des progrès impressionnants. Le Qatar étant qualifié d'office pour la phase finale en tant que pays hôte de la compétition, 32 équipes sont attendues pour la dernière fois car la FIFA envisage de porter le nombre à 48 à partir de 2026. Dans un peu moins de 1000 jours, tous les regards seront portés sur le Moyen-Orient et le monde arabe car c'est une première dans cette région du monde et une vraie occasion de découvrir ce pays. La FIFA travaille étroitement avec les autorités pour mieux appréhender l'organisation et bien planifier cette Coupe du Monde. Dans l'ensemble, nous sommes très confiants. Nous travaillons très étroitement avec le Qatar sur les délibérations. Nous intégrons la planification des opérations pour le pays hôte, nos opérations de match et nous sommes très confiants. Et cette Coupe du Monde sera un succès en 1000 jours. Des infrastructures modernes seront construites dans Doha et dans les autres villes qui accueillent l'événement. Rappelons que 2 stades sont déjà opérationnels. Il s'agit de Khalifa International et Al Janoub. 3 autres seront inaugurés en cette année 2020. Il s'agit de Education City, Al Rayyan et Al Bayt. Le Qatar a promis de livrer les 3 derniers stades avant la compétition. Mais c'est 30 secondes jamais, Coco. 30 secondes qui vous reste pour conclure, pardon, Coco, d'abord. Je pense qu'avec les images qu'on a, le Qatar va nous proposer effectivement des infrastructures de pointe pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, après, sur l'organisation, le fait de pouvoir le jouer en plein hiver ici peut être délicat pour les spectateurs. Mais bon. Je pense que la FIFA prend en compte tous les paramètres. Oui, je sais que Samy sera au Qatar. Oui, j'espère sincèrement. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Je pense que ça va être très beau. Au niveau infrastructure, il n'y aura aucun problème. Même le métro a beaucoup plu et tout. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Ça va être le futur. Sincèrement, maintenant, j'espère que l'élan populaire suivra. Que le football restera une fête et qu'on verra une vraie Coupe du Monde. Tu as très bien dit, les dates. On verra comment ça se passera. Voilà, il faut que tout suive. Mais en tout cas, pour ce qui est des infrastructures, de l'organisation et tout, je pense que tout sera carré. Ils n'ont pas intérêt de se rater. Ils ont investi énormément d'argent. Merci, messieurs, d'être venus commenter l'actualité sportive sur le plateau d'Africa 24 dans l'FC. Je remercie vraiment Dakar pour le travail qui a été fait. Yaoundé également pour leur collaboration. Et puis, c'est une grosse équipe qui travaille autour de ce magazine. Je tenais à remercier aussi la régie et la réalisation qui est dirigée par un certain monsieur Ousseinou Gueye. Il a beaucoup de talent, ce garçon. Oui. C'est un Sénégalais. À lundi prochain, même heure, pour un nouveau numéro. Salut.